Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet investissement? D'abord, il faut distinguer les différents types d'investissements et voir leur contribution à la croissance. Alors d'abord, on a déjà vu que l'investissement induit, celui qui est provoqué par l'augmentation de la demande adressée aux entreprises, l'investissement induit par le mécanisme de l'accélérateur, va permettre d'une part la croissance, mais en plus va la dynamiser, va l'amplifier, puisqu'il va falloir rajouter à la croissance de la demande de consommation la croissance de la demande de biens d'équipement. Donc, on va avoir un effet de dopage de la croissance lié à cela. Alors, sur la typologie des investissements, qu'est-ce qu'on peut dire de l'investissement de capacité? L'investissement de capacité, lui, va permettre la croissance extensive. On rajoute des machines pour fabriquer un volume plus grand de biens de consommation déjà fabriqués, par exemple. Donc, investissement de capacité entraîne la croissance extensive. À l'inverse, l'investissement de productivité, lui, permet la croissance intensive, c'est-à-dire il permet d'économiser des facteurs de production et il permet d'améliorer la productivité du travail. C'est son effet essentiel. Alors, autre point important pour comprendre la contribution de l'investissement au mécanisme de la croissance, c'est le rôle de ce qu'on appelle l'investissement autonome et le multiplicateur de revenus. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un investissement autonome? Je rappelle que tout à l'heure, par rapport à l'accélérateur, j'ai défini la notion d'investissement induit. L'investissement est induit par l'augmentation de la demande. Là, l'investissement autonome, au contraire, il n'y a pas de demande préalable. Ce n'est pas la demande qui va pousser l'investissement. Alors, qu'est-ce que peut être, dans ce cadre-là, un investissement autonome? Il est peut-être de deux natures. D'une part, il est lié au nouveau produit. Quand Apple a inventé le premier smartphone, il n'y avait pas de demande, puisque c'était un bien nouveau. Par conséquent, les gens ne peuvent pas demander des choses qu'ils ne connaissent pas. Donc, il est évident qu'il a fallu investir. Alors, ce n'est pas Apple, d'ailleurs, c'est des sous-traitants asiatiques, je pense, qui ont investi dans des capacités de production pour fabriquer les nouveaux smartphones. Donc, on est bien dans le cas où, effectivement, l'investissement n'est pas induit par une demande supplémentaire. Et puis, deuxième cas de figure, et c'est le cas le plus classique, c'est l'investissement de l'État. L'État, il peut décider d'investir dans des routes, dans des chemins de fer. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un besoin, mais en tous les cas, il n'y a pas une demande expresse d'augmenter de 200 km le réseau autoroutier. L'État peut décider de le faire. Et par sa décision d'investissement, il va déclencher un mécanisme de croissance. Donc, c'est tous les investissements publics en infrastructure. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'un investissement autonome crée une augmentation de revenus plus que proportionnelle. Autrement dit, quand j'investis 100 de manière autonome, ça va peut-être me rapporter 400 ou 500 au bout d'un certain temps. Donc, la croissance de la richesse provoquée par mon investissement est bien supérieure au montant de cet investissement. Comment ça se passe? Eh bien, c'est relativement simple. Il s'agit d'expliquer finalement le multiplicateur de revenus. Alors, imaginons que l'État investisse n'importe quelle somme, 100 millions d'euros, dans un hôpital, par exemple. Donc, c'est tout à fait l'infrastructure publique telle que je vous la décrivais. Qu'est-ce qui se passe? Ces 100 milliards d'euros, ils vont être 100 millions d'euros. Pour un hôpital, 100 milliards d'euros, ça fait quand même un peu cher. Donc, ces 100 millions d'euros, il va les donner à des entreprises qui fabriquent des bâtiments, qui équipent les bâtiments, des entreprises qui fabriquent du matériel médical, avec toutes les technologies nécessaires pour soigner les gens au début du XXIe siècle. Donc, cet argent,
cet investissement de 100 millions d'euros, il va passer dans les caisses des entreprises qui vont mettre en œuvre l'investissement. Que vont faire ces entreprises de cet argent? Cet argent, elles vont le distribuer à leurs propres salariés qui vont fabriquer les matériels et les infrastructures de l'hôpital et à leurs actionnaires sur la partie du bénéfice qu'elles vont réaliser sur ce contrat. Bref, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Que cet investissement de 100 millions au départ va devenir 100 millions de revenus. Donc va finir dans la poche des ménages. Ménages capitalistes ou ménages salariés, peu importe, ça finit dans la poche des ménages. Que font les ménages de ce revenu additionnel? Ils vont le dépenser. Est-ce que les individus dépensent tous leurs revenus? La réponse est non. Ils ont une propension à épargner. Imaginons que cette propension à épargner est de 20%. Donc, ils vont dépenser 80% des 100 millions d'euros liés à mon investissement dans l'hôpital. Ils vont donc dépenser 80 millions d'euros. Ces 80 millions d'euros, ils vont aboutir où? Ils vont aboutir dans les comptes en banque, des entreprises qui vendent des biens de consommation. Puisque nos ménages qui ont vu leurs revenus augmenter, ils ont dépensé en biens de consommation. Donc les 80 millions vont se retrouver entre les mains d'autres entreprises de biens de consommation. Que vont faire les entreprises de ces 80 millions d'euros supplémentaires? Eh bien, elles vont les distribuer à leurs salariés, puisqu'il a fallu produire plus, et à leurs actionnaires, puisqu'on peut penser que ça a rapporté aussi un bénéfice. Bref, ces 80 millions vont se retrouver, à un moment donné, dans la poche des ménages. Que vont faire les ménages? Eh bien, les ménages vont consommer ces 80 millions supplémentaires. Mais ils ne consomment pas tout, puisqu'ils ont une propension à épargner de 20%. Ils vont continuer à en consommer 80%. 80% de 80 millions, soit 64 millions d'euros. Et ainsi de suite, jusqu'à épuisement du dernier euro. Donc on le voit par vagues successives, mon investissement initial de départ va créer des générations de revenus qui vont s'empiler. D'accord? Et voilà comment un investissement autonome arrive à créer de la croissance, mais par vagues successives, et je ne peux pas vous dire sur combien d'années, mais c'est forcément sur le long terme. Alors là aussi, on est en face d'un très beau mécanisme théorique, et dans la réalité, vous devez bien vous en douter, c'est pas si simple, il y a de multiples freins pour que les choses ne se passent pas comme je viens de vous le dire, en tous les cas, pas aussi idéalement. Mais ces mécanismes de multiplication, ils sont dans les politiques économiques et ils sont utilisés pour créer de la croissance. Alors, ce multiplicateur de revenus, on peut le calculer théoriquement. Donc, le multiplicateur de revenus qu'on dénomme par la lettre K, il est égal à 1 sur 1 moins C. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir à quoi correspond C. C, c'est la propension à consommer. C'est-à-dire la part du revenu des ménages qui est consommé. Dans mon exemple, 80%. 1 moins C, ça représente quoi? 1 moins 80%, ça fait 20%. Ça représente la propension à épargner. Le taux d'épargne dans mon économie fictive est de 20%. Alors, 1 sur 1 moins C, c'est l'inverse, finalement, du taux d'épargne. L'inverse de 20%, c'est 100 sur 20, c'est 5. Autrement dit, dans mon exemple, mon multiplicateur a une valeur de 5. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'à partir d'un investissement autonome de 100, je vais pouvoir créer 500 de richesse supplémentaire. 5 fois 100. Mon multiplicateur est de 5. Je multiplie mon investissement autonome par ce multiplicateur et j'ai la richesse potentielle créée à partir de cet investissement de 100. Voilà comment on détermine la valeur du multiplicateur. L'inverse donc de la propension épargnée,
qui va déterminer l'importance de l'effet de multiplication. Évidemment, si ma propension à épargner n'est que de 10%, l'inverse de 10%, c'est 100 sur 10, c'est 10. Mon effet de multiplication sera encore amplifié par rapport à mon premier scénario. Plus le taux d'épargne est faible, c'est normal, donc plus la consommation est importante, et plus l'effet de multiplication va l'être. Alors, comme pour l'accélérateur tout à l'heure, évidemment, il faudrait presque commencer par les limites. Ce beau mécanisme ne fonctionne jamais tel que je viens de vous l'exposer, ce qui ne veut pas dire que les effets de multiplication n'existent pas, mais ils sont beaucoup plus modestes que la valeur des multiplicateurs. D'abord, parce que l'augmentation du revenu va dépendre de la propension marginale à consommer. À chaque fois, dans mon exemple, j'ai pris comme hypothèse que chaque augmentation de revenu était utilisée de la même manière. À 80%, c'était consommé, et à 20% épargné. Il n'y a rien de moins sûr. Par exemple, on a beaucoup d'exemples dans l'histoire récente dans nos sociétés d'augmentation de revenus qui n'ont pas été dépensés par les ménages, qui ont été quasiment intégralement épargnés. Pourquoi ? Parce que les ménages anticipent que l'argent qu'on leur a donné aujourd'hui, on va leur reprendre demain. Sous forme d'impôt, par exemple, ou sous forme d'inflation. Donc, anticipant cela, ils ne le dépensent pas, ils le placent. Pour pouvoir le rembourser demain. Donc, c'est pas du tout évident que mon beau mécanisme qui repose sur le fait que les individus en permanence consomment la même part de leurs revenus, il n'est pas du tout évident que ce scénario se produise. Et s'il ne se produit pas, si effectivement il y a une fuite dans l'épargne, il n'y a plus de mécanisme d'accélération, de multiplication. C'est le rôle donc de ce qu'on appelle les anticipations rationnelles. C'est la nouvelle théorie économique, ça, où les individus, les agents économiques ne subissent plus l'économie, mais ils tirent expérience de ce qu'ils ont vécu et ils adaptent leur comportement à leur expérience. Je me suis aperçu que quand l'État augmentait les revenus de transfert avant les élections, après les élections, les impôts allaient augmenter. Je me suis aperçu de ça. Donc, ayant cette expérience-là, à chaque avant-élection où je vais voir des revenus sociaux distribués par l'État augmenter, je ne vais pas, par prudence, les dépenser parce que je sais qu'on va les exiger plus tard sous forme d'impôt. Si je ne les dépense pas, il n'y a plus d'effet de multiplication. D'accord ? Donc voilà une limite extrêmement importante qui est liée à l'intelligence économique des individus. Et puis, c'est pas parce que mon revenu va augmenter que ça va bénéficier à la croissance économique de mon pays. Il suffit pour cela que l'augmentation de mon revenu, je la passe pour aller faire un voyage à l'étranger, je l'utilise pour aller faire un voyage à l'étranger, ou tout simplement, j'achète un nouveau téléphone portable ou un écran plat. Évidemment, je vais acheter des produits qui sont issus de l'importation. Donc, qui vont faire sortir l'argent du circuit économique national et qui vont limiter considérablement les effets sur la croissance. Alors, ça, vous allez me dire, ça va profiter à la croissance chinoise si l'écran 3D ou votre voyage se fait en Chine. Vous avez raison, mais en tous les cas, le mécanisme impulsé au niveau national, il va sortir de ce cadre national. Donc, on considère que les importations sont aussi une fuite pour ce mécanisme du multiplicateur. Alors, l'investissement, on l'a compris, c'est quelque chose d'important puisque on peut lui adosser le mécanisme du multiplicateur en tant que moteur et on peut lui adosser le mécanisme de l'accélérateur en tant que facteur de la croissance. Mais en plus, il a une propriété supplémentaire dont on se passerait bien. C'est un facteur d'instabilité de la croissance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un facteur d'instabilité de la croissance ?
il surréagit aux variations de la demande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la demande augmente, on est d'accord, le produit intérieur brut augmente, donc la croissance augmente. On s'aperçoit qu'en phase de croissance, l'investissement progresse à un rythme infernal, lié au coefficient de capital. Je suis obligé d'investir beaucoup plus que ce que j'ai à produire en plus. Problématique du coefficient de capital. Donc en période de croissance, l'investissement va contribuer énormément à la croissance puisqu'il va falloir investir d'autant plus. Par contre, en période de récession, eh bien, on va s'apercevoir tout d'un coup, on va se rendre compte qu'il y a une panne de l'investissement. C'est-à-dire un arrêt total de l'investissement. On a trop de capacité de production, la demande baisse, on arrête d'investir. Il n'y aura plus que quelques investissements de renouvellement parce qu'il y a une partie du capital productif qui est devenu qui est usagé ou qui est obsolète technologiquement. Donc, il surréagit aussi aux variations négatives de la demande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai une croissance de 5%, il n'est pas stupide de penser que je vais avoir une croissance de l'investissement de 20%. Vous voyez comment l'investissement va rajouter encore à la croissance. Par contre, si j'ai une récession de 2%, j'ai moins 2% de croissance, une croissance négative, je ne vais pas avoir d'investissement de l'année. Donc je vais avoir un arrêt total de l'investissement, c'est-à-dire je peux avoir moins 500, moins 600, moins 700%. Non, pas en pourcentage puisqu'on ne peut pas dépasser 100%, mais je vais avoir une disparition de l'essentiel de mon investissement. Il y a toujours un petit peu d'investissement. Encore une fois, l'investissement de renouvellement, quand une machine usagée ne fonctionne plus, l'entreprise est obligée de la changer. Donc il y a toujours un minimum d'investissement. Mais tous les autres projets d'investissement, capacité, productivité, vont s'arrêter. Et donc il va y avoir un effondrement de l'investissement. Comme c'est un des moteurs de la croissance, il va y avoir une croissance encore plus faible. Donc c'est un facteur d'instabilité puisque, en quelque sorte, pour simplifier, l'investissement accroît les tendances du cycle économique. Il accroît la croissance et il accroît la récession. Donc l'investissement accroît l'expansion et l'investissement accélère la récession. Alors, en plus, il y a un léger décalage entre le rythme de l'investissement et le rythme de la croissance. Ce décalage est de quelle nature? Eh bien, c'est assez simple. Généralement, il faut une certaine période de croissance pour que l'investissement démarre. Pourquoi? Il faut se mettre dans la psychologie des chefs d'entreprise. Le chef d'entreprise, il investit parce qu'il pense que la demande qui lui est adressée va augmenter durablement. Donc, quand on repart en phase de croissance, il constate les premiers mois de la croissance de sa demande. Mais il n'est pas encore bien sûr que ce soit une tendance sur le long terme ou irréversible. Il peut penser que ce n'est qu'un feu de paille et que dans 3 mois, ça va retomber. Donc, l'entrepreneur prudent, avant d'investir, il va attendre confirmation que la demande est stable dans sa croissance. Et à partir de 3, 4, 5 mois de croissance régulière de la demande, il va investir. Donc l'investissement va être décalé par rapport au rythme de croissance. Par contre, à l'inverse, en période de récession, dès que la récession s'annonce, et la récession, généralement, elle ne vient pas comme ça du jour au lendemain, ce n'est pas une averse de grêle, c'est qu'il y a eu un ralentissement de la croissance de la demande, et puis on tombe dans la récession. Eh bien, l'entrepreneur, il a le temps de voir venir, et donc il va arrêter tout investissement bien avant la récession. Autrement dit, par son comportement, d'un certain côté, il va provoquer la récession, puisqu'il va arrêter de commander des biens d'équipement à d'autres entreprises. Donc, ce phénomène de décalage entre le rythme de l'investissement et le rythme de la croissance est aussi un facteur d'instabilité.